Aujourd'hui, Exploration Planète nous entraîne sur les traces de la civilisation romaine. Partons d'abord à Stabi, près de Pompéi, où Alix Barbet du CNRS nous révèle le secret des fresques antiques. 24 août 79. Le Vésuve entre en éruption. Une explosion violente décalote le sommet de son cratère, libérant de ses entrailles une pluie de pierres, de cendres brûlantes et de gaz asphyxiants qui s'abattent sur presque toute la baie de Naples. En moins de 2 jours, les cités de Pompéi, Herculanum, Stabi, Oplontis sont complètement ensevelies sous une chape de cendres, renfermant comme dans un coffre l'histoire de toute une région. Depuis le XVIIIe siècle, les archéologues explorent tous ces vestiges, miraculeusement protégés, témoins inestimables de la vie quotidienne romaine. Alix Barbet, directeur de recherche au CNRS, étudie depuis une trentaine d'années la peinture murale romaine et ses secrets de fabrication. Ses pas la ramènent chaque fois vers Pompéi et ses alentours. Admirablement conservées, les peintures de ces cités ensevelies sont devenues un sujet d'étude inépuisable pour les scientifiques. Dans la maison des Chastes Amants, à Pompéi, les décors brillent par leur qualité et ne cessent d'évoquer les ateliers d'artisans et d'artistes qui les ont réalisés. Nous sommes dans le triclinium qui était en plein chantier au moment de l'éruption du Vésuve en 79. Les peintres qui travaillaient là étaient au moins de 3 sortes. Il y avait le pictor parietarius qui prépare les parois et qui met le mortier. Il y avait le pictor coronarius, celui qui fait généralement les architectures, les coronets. Et puis il y avait le pictor imaginarius, celui qui fait les imagines, les images, c'est-à-dire les tableaux figurés. Donc ils s'organisaient et on a l'impression de voir le chantier en cours, puisqu'on a toutes ces étapes en même temps. Là, c'est la paroi qui était prête à être peinte. Le mortier a été posé. Le tracé préparatoire à la synopia a été installé. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on peut maintenant, grâce à ce dessin, calculer l'heure à peu près à laquelle les peintres sont partis. De bon matin, ils ont mis leur mortier. Ils ont attendu un petit peu qu'il sèche. Il avait eu le temps de tracer toutes ces architectures quand ils sont partis. Alors moi, j'évalue ça vers 10 heures du matin. Et ça correspond à peu près, d'ailleurs, à la lettre de Pline le Jeune, qui explique que c'est à la 9e heure que l'on a vu, depuis le cap Misène, ces nuées de nuages ardents au-dessus du Vésuve. Donc on peut penser qu'ils ont vraiment été interrompus en pleine matinée, en plein travail. On a trouvé des petits pots de peinture au pied des parois, étant donné qu'ils sont partis précipitamment. Ils ont tout laissé en plan. Vous voyez qu'il y a plusieurs couleurs identiques, plusieurs bleus, plusieurs ocre jaunes, plusieurs rouges, qui permettaient donc à plusieurs peintres de peindre en même temps. Et alors, ces petits pots sont faits exprès, parce que vous voyez qu'ils sont empilables, sans écraser les couleurs, ce qui fait qu'on pouvait préparer ces pigments sans qu'ils sèchent, et c'était absolument impeccable, et transportable facilement. On a une petite idée de la façon dont se déroulait un chantier parce qu'on a une stèle trouvée à Sens où on voit le maître d'œuvre assis en train de consulter un rouleau, sans doute le modèle du décor qui va être fait. Il y avait les petits grouillots qui préparaient les couleurs, il y avait les aides plâtriers, il y avait les 3 types de pictors dont on a parlé, qui se connaissaient, qui travaillaient en équipe et qui savaient ne pas se gêner même sur un échafaudage. C'est en 1881 que le savant Auguste Mao propose de classer la peinture pompéienne en 4 styles. Le premier style utilise les stucs peints en relief qui imitent la pierre et le marbre de l'architecture classique grecque. Jugé trop salissant, le stuc est abandonné dans le deuxième style au profit de la peinture en trompe-l'œil aux couleurs vives et saturées. Le troisième style quitte cet univers de pierre pour des espaces imaginaires au ton pastel et des personnages légers volant au milieu des parois. Le goût du théâtre que développe l'empereur Néron
donne une teinte particulière au quatrième style. Dans un décor baroque où évoluent amour, nymphes, oiseaux, des figures évanescentes sortent des architectures monumentales. Mais Pompéi n'est pas la seule cité à avoir souffert des rages du volcan. À une vingtaine de kilomètres, sur les collines de Stabie, l'aristocratie romaine se fait construire de spacieuses et somptueuses villas en bord de mer. À Stabie, même si l'on connaît l'existence d'une dizaine de villas, 2 seulement sont en partie visibles, la villa San Marco et la villa d'Ariane. Loin des cités, ces riches propriétaires proches de l'empereur peuvent jouir d'un panorama magnifique sur le Vésuve et profiter des fraîcheurs marines. L'étude détaillée des peintures de Stabie permet à Alix Barbet de souligner le raffinement de ses propriétaires et l'originalité des artistes peintres auxquels il faisait appel. Nous sommes là dans une antichambre, à 2 grands salons, et devant une peinture qui est radicalement différente de celle de Pompéi. Le peintre est extrêmement original parce qu'il a eu l'idée de mettre des petits personnages sur le bord de son panneau, au lieu de les mettre en figure volante, comme c'est habituel dans le 4e style. Nous avons la représentation de Persée, nous avons Iphigénie, nous avons une très jolie jeune femme assise sur le rebord de cette cloison. Nous avons également un petit amour qui tient un petit plateau, juste placé au-dessus de la porte. Et si on regarde bien cette façon de peindre, on a là vraiment un tempérament de peintre. Je trouve que Michel-Ange aurait pu peindre ce petit amour. Par ailleurs, le choix des couleurs est révélateur d'un certain luxe. Par exemple, sur cette bordure, nous avons un rouge particulier qui est différent de celui-ci, qui est un rouge très vif. C'est du rouge cinabre, c'est-à-dire c'est du sulfure de mercure. Or, il n'y a qu'une seule mine de mercure en Italie, donc c'est un pigment qui est très cher, qui avait besoin d'être protégé par une couche de cire, car sinon, au soleil et à l'humidité, ce rouge devient noir. Et donc, des couleurs précieuses qui demandent un art particulier, une protection particulière, et qui montrent combien le propriétaire était un personnage raffiné. Dans la villa d'Ariane, ce sont les techniques de fabrication qui fascinent notre spécialiste. Alors ici, nous sommes dans le triclinium, la plus grande pièce de la villa, c'est-à-dire la salle à manger du soir, où on mettait les 3 lits, où prenaient place à peu près 9 convives, et nous avons évidemment une décoration à la mesure de la salle, avec des architectures et surtout des grands tableaux, tel celui-ci, qui a donné le nom à la villa, puisque ça représente Ariane. Sur le pourtour, nous avons un bleu tout à fait particulier, qui est une couleur artificielle. Alors que les autres sont des terres naturelles simplement purifiées, comme le vert ou l'ocre rouge ou l'ocre jaune, le bleu, on le fabrique avec du sable, de la limaille de cuivre, un sel de calcium, on en fait des petites boulettes qui sont cuites au feu, et il y a une transformation en double silicate de cuivre bleu, qui est donc une couleur chair, qui au début a été inventée par les Égyptiens. Ici, c'est un cubiculum, c'est-à-dire une chambre à coucher toute petite, et qui pourtant est extrêmement chargée, car on cherche à imiter une architecture. C'est une peinture très ancienne, puisqu'elle date du milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle le 2e style pompéien. Alors on a l'illusion d'un podium sur lequel sont posées des colonnes et des piliers, puis des plaques très colorées, puis des blocs d'appareils qui sont aussi des imitations de pierre. On a des albâtres, on a des sortes de marbres très fantaisistes, avec des filets d'encadrement intérieur pour donner l'impression d'une lumière qui vise à donner un certain relief à toute cette architecture fictive. Nous sommes dans une petite pièce de repos qui donne sur la mer, avec une grande zone blanche, décorée d'une façon tout à fait étonnante. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a été fait avec beaucoup de finesse. On a même pu voir la façon dont ça a été fabriqué avec des tracés préparatoires
qui sont imprimés dans l'enduit. Ici, on voit très bien les tores de la ficelle qu'on a claquée contre le mur pour tracer l'horizontale. On a fait les verticales également, donc on a un système de quadrillage à partir duquel on a implanté le petit décor intérieur. On a même les trous du compas qui ont servi à faire les cercles de ces petits médaillons. Et puis, on a fait un remplissage d'objets charmants. Et il faut remarquer que ce décor est étonnant sur un mur. D'habitude, c'est un décor que l'on met sur les plafonds et les voûtes. Il aura d'ailleurs beaucoup de succès ensuite dans la peinture provinciale au IIe et au IIIe siècle. Alors, nous sommes dans une pièce qui devait être une pièce de repos, peut-être une chambre à coucher, avec un très beau sol blanc, de même que les murs qui sont décorés de façon extrêmement fine, très miniaturiste, avec des candélabres, mais des candélabres dorés qui sont enrichis par des petites figurines, une Ménade, un satyre, c'est-à-dire des personnages qui appartiennent au cortège de Dionysos, le dieu du vin, et des grands panneaux blancs décorés alors de façon extrêmement fine. Et c'est ça qui nous intéresse particulièrement, car nous avons de très minces guirlandes rigides avec des retombées de feuillage sur lesquelles il y a des oiseaux, ça c'est classique, mais des criquets, puis des petits papillons. Et ce type de décor, il existe dans une autre villa, une villa extraordinaire, qui est la villa de Plontis, qui appartenait à la deuxième femme de Néron, et on a l'impression que c'est le même artiste qui a travaillé. Là, nous avons le relevé d'une section de candélabre de la villa de Popée à Oplontis, que nous voulons comparer avec celle de la villa d'Ariane, dont je soupçonne qu'il s'agit de la même équipe de peintres. On a les mêmes petites sauterelles distribuées de la même façon. Je ne suis pas sûre que ce soit la même main, donc en dessinant, on va pouvoir comparer. C'est le même fond blanc, c'est le même système. Alors, on regarde avec l'exemplaire de la villa d'Ariane, qui est ici en rouge. Alors on voit que ce n'est pas tout à fait pareil. On a les mêmes sauterelles, on a les mêmes systèmes, mais ceci est plus simplifié. En revanche, si on compare avec la maison des chastes amants à Pompéi, alors là c'est quasiment pareil. On a la même échelle, on a les mêmes petites boules, et donc on peut vraiment penser qu'on a affaire à un même atelier, mais peut-être des mains différentes. Et ça, on peut le croire, parce qu'on a des lettres de Cicéron, on a des lettres de Pline, qui disent est-ce que vous avez un bon artiste pour faire telle chose? Et donc, ils devaient s'échanger des artistes, et c'est comme ça qu'on retrouve des artistes exceptionnels dans ces villas de bord de mer qui étaient faites pour l'aristocratie romaine. Allons maintenant à Angers, où des archéologues français de Lafan ont mis au jour une nécropole. Mesdames, Messieurs, dans quelques instants, nous arriverons en gare d'Angers-Saint-Lô. Pour certains hommes, l'urbanisation sans cesse croissante est signe de quête du passé. Et il suffit simplement de descendre d'un train pour se retrouver 2000 ans en arrière. À l'emplacement du futur parking de la gare d'Angers, sur près de 2000 m², les archéologues de l'AFAN, l'Association pour les fouilles archéologiques nationales, ont mis au jour une nécropole romaine. Pour Jean Brodeur, archéologue et responsable d'opérations à Fan, l'enjeu est de taille. Dans le cadre de cette fouille d'urgence et de sauvetage, il s'agit de comprendre l'histoire et l'évolution du site sur 2000 ans, et ce, en 2 mois à peine. Angers, à cette époque-là, c'est une ville antique qui a été créée par l'administration romaine
aux alentours des années 0. La ville semble se structurer, d'après les autres fouilles que l'on a fait, aux alentours des années 0. La trame de voie, la trame viaire de la ville se structure à ce moment-là. La nécropole s'installe quand même un petit peu plus tard, c'est-à-dire fin 3e, début 4e siècle. Elle s'installe dans un lieu qui est déjà organisé. On a une voie justement de la trame viaire qui traverse le site et apparemment c'est à partir de cet élément qu'on organise la nécropole. Le nom de la ville, Julio Magus, donne vraiment l'empreinte du pouvoir romain sur le secteur. Au sens littéral, ça veut dire le marché de Jules. Ça veut peut-être dire aussi que Angers n'étant pas trop loin de la Loire, Julio Magus plutôt, n'étant pas trop loin de la Loire, a peut-être une fonction économique quand même par rapport à cet axe commercial qu'était la Loire. Ce qu'on attend aussi, évidemment, c'est mieux connaître la population qui vivait dans cette ville au 3e, 4e, fin 3e, début 4e. On va connaître un peu mieux leurs coutumes funéraires, et puis on va mieux les connaître aussi, puisqu'on les trouve, on trouve leur corps. Si jamais ils avaient voulu déposer le crâne, pourquoi l'avoir déposé à côté des pieds? Si on considère que le cercueil est plus étroit généralement au niveau des pieds, mais rien ne te dit que le crâne n'était pas déposé sur le couvercle. Et qu'il est tombé et que le comme couvercle ça. se soit affaissé par un phénomène de pression du terrain, fait qu'il se soit... Mais qu'il soit tombé, mais quand même les pieds sont placés encastré. en fonction du crâne. Si le crâne était tombé sur les pieds, obligatoirement ça aurait bougé le tarse, les méta et les phalanges. Dans la nécropole de Julio Magus, les corps étaient ensevelis à même la terre ou disposés dans des cercueils de bois. La hauteur des tombes était variable et pouvait atteindre 2 mètres. Quant aux plus fortunés, ils furent inhumés à l'intérieur de sarcophages de plomb ou de caveaux maçonnés. Celui-là, il est fouillable. On va le faire. Par contre, l'autre, comme c'est un plus jeune et puis que ça va demander vraiment beaucoup trop de temps, on va prélever. Donc là, on va aller chercher une plaque de métal pour glisser là-dessous. On prélève un des deux, celui qui est sur la gauche. Le périnatal ? Ouais. Les fouilles d'urgence obligent souvent les archéologues à prendre certains risques. Succédant aux pelles mécaniques et précédant les entrepreneurs, ils doivent défier le temps pour tenter de sauver le plus possible de trésors archéologiques. De leur côté, avec calme et minutie, les anthropologues procèdent au relevé précis de la position de chaque os, de chaque squelette, sur l'ensemble du site. À quelques mètres d'eux, dans le fracas du métal, Jean et Olivier découpent la terre à l'horizontale en creusant sous une sépulture. Dans cette motte, en fait, on va trouver un enfant qui a peut-être quelques jours d'existence. Donc c'est intéressant de voir un petit peu ce type de squelette qu'habituellement on a du mal à voir dans les nécropoles. Pour ça, si on peut le sortir, c'est quand même bien. Une fois répertoriés sur les fiches anthropologiques, les os sont retirés un à un et traités avec le plus grand soin. Ils constituent une pièce majeure pour l'enquête archéologique. En laboratoire, chacun d'eux pourrait révéler d'importantes informations quant à la nature de l'individu, ses pathologies ou les circonstances de son décès. Là, c'est bon. Si la motte se casse pas, c'est bon. Puis ça va quand même nous gagner du temps, parce que autant prélever la motte et puis l'entrepôt fera ça tranquillement dans le labo. Par contre, on va falloir recharger un peu en dessous, avec de l'argile fine. Puis c'est bon. Ça va s'écrouler. Ouais. Et on mettra du plastique. Bah écoute, je crois que c'est bon. 1700 ans après son inhumation, le squelette de ce tout jeune enfant quitte la nécropole pour le laboratoire de Lafan. Son destin est maintenant entre les mains des anthropologues. On savait depuis le XVIIe siècle que la nécropole antique était là. Mais c'est vraiment lors de la construction de la ligne de chemin de fer qu'on a une sorte de grosse tranchée en fait, qui traverse la nécropole. Et là, on a un archéologue, vraiment un précurseur de l'archéologie, Godard Fautrier,
qui met en évidence la nécropole, qui sort plusieurs tombes en sarcophage de plomb. Il fait un travail quasiment qui est comparable au nôtre, bon, avec des maladresses, mais on a de très bons relevés sur cette fouille. Toujours en quête d'informations nouvelles, Jean Brodeur se rend aux archives départementales du Maine-et-Loire pour consulter les rapports de fouilles rédigés par Victor Godard-Fautrier au XIXe siècle. Il y retrouve Frédéric Chaumeau, historien, et Maxime Mortreau, céramologue. On s'est aperçu qu'en fouillant le petit site de la gare, qui fait que 2000 m², le champ d'ouverture de recherche était important et allait apporter des tas de réponses, même pour des périodes relativement récentes et même l'époque médiévale. Notre petit bout de voie, là, qui fait quoi, 25 mètres sur le site. Oui. Là, on est en train de voir les problèmes économiques de la ville d'Angers au Moyen-Âge. Alors, le chantier de fouille se situait ici. Donc là, on reconnaît la rue de Frémur. Donc c'est la voie qu'on a retrouvée en place sur le site archéologique. Et c'est cette même voie, cette rue, qui est coupée ensuite par les travaux de la gare, quand la gare s'installe ici. Avant le chemin de fer, les marchandises, elles circulent par la Loire. Or, cette voie, c'est cette voie qu'on voit sur le plan de 1700. On la retrouve sur le plan 18e, là, ici, connectée au port Thibault avec son quai. Et les marchandises pouvaient transiter par cette voie-ci et remonter vers notre site. Or, sur le bord de notre site, on a les chanoines de Saint-Lô qui sont installés en 1245. Et tous les échanges commerciaux entre la ville et la Loire sont contrôlés par les chanoines de Saint-Lô. Et ça, c'est quelque chose, avant la fouille, qu'on n'avait pas du tout senti. C'est le Perret, en fait, c'est le Perret, quoi, en fait. Et c'est là où ils sont nus. L'enquête continue. Jean Brodeur poursuit ses investigations dans les labyrinthes du sous-sol d'Angers. On est là dans la réserve où sont entreposés les objets qui proviennent du musée Saint-Jean. Godard-Fautrier a été le principal animateur de ce musée. C'est lui, entre autres, qui a recueilli les objets des principales fouilles qui ont été menées sur Angers au milieu 19e, dont la gare qui vous intéresse maintenant. Oui, bah justement, moi, c'est ce que je viens voir, là, c'est les sarcophages de plomb que vous devez avoir. Tout à fait, ils sont là, on va les voir tout de suite. Donc voilà les 5 sarcophages qui sont conservés au musée. Et il y en a même 2 qui sont encore pleins, apparemment. Ils sont semblables, vos sarcophages en plan? Sur les 5 qui sont visibles, on a déjà 2 qui paraissent se comparer avec un des exemplaires que l'on a tiré de la fouille. La seule différence déjà notable quand même, c'est là on a des sarcophages d'adultes. Nous, apparemment, on a des sarcophages pour des enfants ou des adolescents, puisqu'ils sont de taille beaucoup plus réduite en longueur. On a plusieurs objets en verre ou en métal et même en os. Alors ça, c'est intéressant parce que nous, en fait, nos sarcophages là sont en cours de fouille. Et l'un d'entre eux, on avait un objet en verre, mais à l'extérieur. Alors je sais pas, celui-ci apparemment a été trouvé à l'intérieur plutôt. On va voir, nous, dans la fouille de nos 2 exemplaires, si on a des objets similaires déposés à l'intérieur. Sur celui-là, c'est très net. On a les os qui sont en place. Donc l'anthropologue qui étudie nos sarcophages va peut-être pouvoir réétudier, en fait, les individus de ces 2 exemplaires-ci. Sur le chantier de fouilles, le travail de mise au jour des sépultures est maintenant achevé. Désormais, les scientifiques de la FAN ont réintégré la base. Ils procèdent à l'ouverture et à la fouille de 2 sarcophages de plomb trouvés cette année. Voilà la bête. Donc, il va falloir qu'on le soulève. Il est cassé là. Il est cassé là. C'est aux endroits où il est plus fragile et ça risque de casser. Faudrait. Tire-le vers toi, Gérard. Voilà. Voilà, super. C'est bon. Bah, c'est bon là. C'est bon. Tiens. Ok. Il va être malade celui-là. À mon avis, c'est vraiment la galette. Je sais pas ton avis où est le crâne parce que. Plutôt par là. Regarde là. Ah oui, exact. Parce qu'en fait, on distingue des os, non? C'est en fait uniquement... Au fil des jours, les archéologues font peu à peu apparaître les premiers indices. Sous une terre durcie par le temps, grattoirs et pinceaux révèlent peu à peu le crâne. Les sarcophages de plomb n'ont pas fini de dévoiler leurs secrets, à l'image de la motte de terre prélevée sur le terrain et fouillée au laboratoire.
On voit que les ossements sont bien à plat. Là, je vois, il y a donc une partie du coxal qui est bien à plat. Les côtes aussi. On voit que elles sont complètement tombées. Donc ça, déjà, c'est caractéristique d'une décomposition en espace vide. Donc un coffrage ou un cercueil. Mais enfin, là, en tout cas, on ne pourra pas dire que c'est un cercueil puisqu'on n'a qu'un clou pour l'instant. Donc plutôt un coffrage qu'un cercueil. Le labo va simplement dégrossir en fait la motte et on va stabiliser le squelette en surface pour qu'il soit éventuellement présentable lors d'une expo ou à titre de démonstration, pourquoi pas. Donc celui-là va être conservé en gros tel qu'il est là. On a quand même 170 sépultures fouillées, ce qui est énorme, en quasiment 2 mois, un petit peu plus de 2 mois. Donc ça, c'était pas gagné d'avance. Là, on a un échantillonnage complet qui va permettre justement des comparaisons, de comparer avec d'autres sites, de faire des ratios entre tel type de population de la nécropole. Là, on peut dire que quelque part, tous les objectifs vont trouver au moins, sinon des réponses, au moins vont pouvoir être abordés au travers de cette fouille-là. Le site de fouille est aujourd'hui rendu aux entrepreneurs, mais l'étude de la nécropole de Julio Magus continue.